Le vent à -90 degrés, comme 1000 lames trempées dans la glace, qui racle ma peau nue. En un instant, il peut déchirer la peau et la chair. Je suis blottie dans un coin glacé du palier d'escalier. La blessure à ma jambe où un zombie m'a mordu est devenue engourdie depuis longtemps. Alors que je perds et reprends connaissance, je peux presque revoir cette lourde porte de villa. Je vois le dégoût dans les yeux de mes parents biologiques. Et Mia, la fausse héritière, blottie dans leurs bras. Un sourire suffisant et vicieux sur ses lèvres. Anna, tu n'aurais jamais dû revenir pour tout prendre à Mia. La voix de ma mère biologique Suzanne est glaciale, elle me transperce, comme le vent de l'apocalypse. Je suis la vraie fille qui a été échangée à la naissance dans la famille Lefebvre. Mes parents adoptifs tiennent une petite épicerie. Ils m'ont élevée. À 10 à 8 ans, mes parents biologiques m'ont ramenée chez les Lefebvre. Ce à quoi je ne m'attendais pas, 10 à 8 ans de séparation, et 10 à 8 ans de favoritisme, avaient fait qu'ils avaient déjà versé tout leur amour à la fausse fille qui avait pris ma place pendant 10 à 8 ans. À leurs yeux, je ne suis qu'une fille de la campagne venue de nulle part. Rien de ce que je dis ou fais ne se compare à cette Mia polie et douce. Ils m'achètent les vêtements les moins chers. Ils me mettent dans la chambre la plus éloignée. Ils me font faire toutes les tâches ménagères. Je pensais que si j'étais assez obéissante, et assez compréhensive, alors je pourrais finalement attendrir leur cœur. Mais je me trompais. Complètement. Puis l'apocalypse est arrivé. La température a chuté. Les provisions se sont épuisées. Les zombies ont tout envahi. La première chose qu'ils ont faite a été de me mettre dehors, moi l'indésirable, pour utiliser ma vie afin de s'acheter, à eux et à Mia, une chance de survie. Mia portait la doudoune de marque que je lui avais achetée avec 3 mois de salaire. Elle m'a regardé de haut. Son ton était plein de jubilation et de moquerie. Désolée, Anna. Papa et maman n'ont pas le choix. Va-t'en en paix, tout simplement. Peut-être que dans ta prochaine vie, tu auras plus de chance. Tu n'auras plus à être la vraie fille indésirable. Puis ils ont claqué la porte. J'ai entendu le bruit de la serrure qui tournait. C'était comme un glas dans mon cœur. J'ai frappé frénétiquement sur cette porte. Mais tout ce que j'entendais derrière, c'était Mia qui gloussait doucement. Et les voix douces et cajoleuses de mes parents. Il ne restait pas une once de chaleur pour moi. De la cage d'escalier venaient les gémissements rauques des zombies. J'ai essayé de ramper, mais mes jambes ne voulaient tout simplement pas bouger. Tout ce que je pouvais faire, c'était regarder ces silhouettes titubantes, se rapprocher de plus en plus, pas à pas. J'ai ressenti une explosion de douleur brûlante quand des dents acérées ont déchiré ma peau. Mon sang chaud aspiré par ces zombies glacés. Ma conscience a commencé à s'évanouir. Je me souviens de la dernière chose que j'ai vue. C'était la lueur chaude de la fenêtre de la villa, et le visage suffisant de Mia. Anna, qu'est-ce qu'il y a? Tu as fait un cauchemar? Une voix familière et douce a résonné à mon oreille, teintée d'inquiétude. J'ai ouvert les yeux brusquement. Le soleil éclatant brillait à travers la fente des rideaux, chaud et lumineux. L'odeur du petit déjeuner de mes parents adoptifs m'a empli les narines. Pas de vent glacial, pas de zombies, pas de puanteur, seulement une sensation de chaleur. J'ai tourné la tête, hébétée, et j'ai vu Marie, ma mère adoptive, assise près de mon lit. Elle m'a regardée avec une expression inquiète, tenant une serviette chaude à la main. Mon père adoptif, David, se tenait près du lit. Ses sourcils étaient froncés, ses yeux pleins d'inquiétude. Maman. Papa. Ai-je étranglé, ma voix si rauque qu'elle était à peine audible. Les larmes ont immédiatement coulé sur mon visage. Je me suis jetée dans les bras de ma mère, la serrant fort. Comme si je libérais tout le ressentiment et le manque de ma vie passée, à cet instant. Ma mère adoptive m'a doucement tapoté le dos. Elle m'a réconforté doucement. Je savais que j'étais née de nouveau. Née de nouveau le jour où les Lefebvre sont venus me chercher. Ce jour était le 15 août 2026. 100 degrés. Il restait exactement 30 jours avant l'apocalypse. Dans ma vie passée, l'apocalypse a officiellement éclaté le 15 septembre. D'abord, la température a chuté sans avertissement. De plus de 80 degrés, elle a plongé à 14 degrés du jour au lendemain. Ensuite, l'électricité a été coupée, les communications ont cessé, les transports se sont arrêtés, et toute la ville a plongé dans le chaos. Peu après, un virus inconnu a commencé à se propager. Les personnes infectées par le virus perdaient la raison, se transformant en zombies assoiffés de sang, attaquant frénétiquement les vivants. Plus tard, la température n'a cessé de baisser, atteignant un minimum de -130 degrés. La glace et la neige ont recouvert le monde entier. La nourriture et l'eau sont devenues extrêmement rares. Le mal de la nature humaine. Il a été amplifié à l'extrême sur cette terre gelée. Dans cette vie, je n'ai pas de super pouvoir, pas d'inventaire spatial, pas de système. Tout ce que j'ai, ce sont les souvenirs de ma vie passée, un cœur qui veut protéger mes parents adoptifs, une paire de mains travailleuses, et un esprit clair. Je sais ce que l'apocalypse apportera. Je sais ce que nous allons affronter. Donc je dois saisir ces 30 derniers jours, et faire de mon mieux, pour moi et mes parents adoptifs, construire un refuge capable de résister à toutes les crises, accumuler suffisamment de provisions, afin que nous puissions survivre à cet apocalypse. Et la première chose que je dois faire, c'est de couper complètement tous les liens avec les Lefebvre. Peu de temps après, j'ai entendu un moteur de voiture s'éteindre devant la porte. Je savais qu'Arthur, Suzanne et Mia étaient arrivés. Ils ont tous affiché un air forcé et doux, mais leurs yeux n'avaient aucune chaleur réelle. Après tout, ils ne sont pas venus parce qu'ils voulaient vraiment mon retour chez les Lefebvre. Ils ont dû me ramener pour sauver la réputation de la famille. Quand ils m'ont vu debout avec mes parents adoptifs, Arthur et Suzanne ont lancé une fausse inquiétude. Quand ils ont proposé de me ramener chez les Lefebvre, j'ai simplement secoué la tête. Je suis allée droit au but et j'ai dit vouloir rompre tout lien. À l'évocation de la rupture de tout lien,
J'ai aperçu une lueur de soulagement rapide et presque imperceptible dans les yeux d'Arthur et Suzanne. Ils ne l'ont simplement pas montré, essayant de sauver la face. Au lieu de cela, ils ont fait semblant d'être réticents, comme si j'étais déraisonnable et ingrate. Puis j'ai demandé 4 millions de dollars pour la rupture. Au moment où je l'ai dit, les visages d'Arthur et Suzanne ont changé un peu. Ils n'étaient clairement pas contents de ça. Mais ils ont rapidement commencé à peser le pour et le contre. Ils savaient au fond d'eux-mêmes que s'ils acceptaient la rupture, ils se débarrasseraient non seulement de moi, un fardeau, mais pourraient aussi maintenir les apparences des Lefebvre, et laisser Mia rester saine et sauve, comme leur précieuse fille, sans craindre que la reconnaissance ne gâche les choses. Ils ont rapidement sorti une carte bancaire et un accord de rupture. J'ai pris l'accord et je l'ai lu attentivement. Après m'être assuré que tout allait bien, j'ai signé mon nom Anna sans hésitation. Arthur et Suzanne ont pris l'accord, l'ont vérifié, et ont enfin laissé échapper de vrais sourires. Même leur regard sur moi s'est un peu adouci. Mais cette douceur était surtout du soulagement et du bonheur d'être débarrassés d'un fardeau. Ils ne se sont pas attardés. Ils sont remontés joyeusement dans la voiture avec l'accord de rupture, comme si rester une seconde de plus était trop de tracas. Avant de partir, Mia s'est retournée délibérément, les yeux pleins de suffisance. En les regardant s'éloigner, j'ai serré la carte bancaire dans ma main. Je me sentais complètement sereine. 4 millions de dollars. Assez pour que mes parents adoptifs et moi rénovions le supermarché, fassions des réserves suffisantes de provisions, et survivions à l'apocalypse. Pas le temps de s'attarder. Nous trois, nous sommes passés directement en mode préparation. Je pouvais pas perdre une seconde. Mon premier appel a été à l'entreprise d'ingénierie de sécurité la plus réputée de la ville. Je leur ai dit, budget de 100 000 €, transformer mon entrepôt en forteresse en 72 heures. L'argent n'est pas un problème. Dès que j'ai raccroché, j'ai immédiatement dressé une liste. L'énergie est la bouée de sauvetage. Je suis allé directement chez un fournisseur d'équipements lourds. J'ai commandé 3 gros générateurs diesel et un générateur à gaz de secours. Puis 8 réservoirs de carburant scellés d'une tonne. Je leur ai fait remplir ces réservoirs de diesel et les livrer dans la cour arrière. Le toit n'était pas en reste. L'entreprise solaire que j'ai appelée a envoyé une équipe le jour même. Des panneaux solaires denses étalés comme une armure, reliés à toute une rangée de murs de batteries de stockage d'énergie en dessous. La nourriture était encore plus cruciale. J'ai acheté une ferme en banlieue. Porcs entiers, moutons, poulets tous abattus et découpés, emballés sous vide et surgelés. L'entrepôt du magasin avait déjà 5 congélateurs commerciaux prêts, spécifiquement pour stocker ces articles lourds. Quant aux saucissons secs, jambon séché à l'air et autres produits de longue conservation, j'ai commandé 180 kilos d'un coup. J'ai aussi pris du millet, de la farine de maïs, toutes sortes de haricots, des nouilles instantanées de toutes les marques que vous pouvez nommer, des plats auto-chauffants et du riz instantané. J'ai dégoté 50 boîtes de ça. Viande en conserve, poisson en conserve, fruits en conserve, j'ai stocké près de 2000 boîtes. Légumes séchés, champignons noirs, champignons shiitake, algues, ces produits secs ont rempli quelques grands bacs de rangement. Pour se préparer pour une longue période, les snacks énergétiques étaient essentiels. Des caisses de chocolat, de barres énergétiques et de biscuits de mer, des fruits secs mélangés et des chips empilés en une montagne. Café en grains, thé, lait en poudre et cacao en poudre étaient tous stockés. J'ai même dégoté 20 boîtes d'alcool et 10 boîtes de vin rouge. Ils vous réchaufferont, et pourrait aussi être une marchandise précieuse à l'avenir. Essentiel quotidien stocké pour 10 ans. Papier toilette, mouchoirs, lingettes, serviettes hygiéniques, ils occupaient tout un mur d'étagères. Dentifrice, savon, shampoing, lessive, tout acheté en caisse. Les médicaments étaient les plus critiques. Je suis allée dans plusieurs pharmacies et fournisseurs de matériel médical, en prétendant acheter pour notre société. J'ai pratiquement vidé leurs antibiotiques, antipyrétiques, antidouleurs, médicaments pour maladies chroniques et vitamines, gaz, bandages, alcool, iode, trousses de premier secours, je les ai rapportés par carton. Enfin, les outils et les articles d'autodéfense, hache d'incendie, pelle de tranchée, couteau tactique multifonction, pied de biche, marteau, scie à métaux. J'en ai pris plusieurs de chaque. J'ai aussi acheté plus de 20 gros extincteurs à poudre chimique. Ils peuvent éteindre les incendies, et en cas de besoin, on peut aussi les utiliser comme armes. Dégager un chemin avec eux est super efficace. Camion après camion faisait la queue pour décharger devant mon entrepôt. Les chalumeaux de l'équipe de construction brûlaient jour et nuit. Les voisins traînaient constamment devant le supermarché, essayant de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Mes parents adoptifs sont des gens honnêtes. En voyant les voisins s'attrouper et regarder tous les jours, ils se sentaient mal. De temps en temps, pendant une pause, ils essayaient de dire quelque chose. Si vous avez l'occasion, vous devriez aussi faire des stocks de riz, farine, huile et produits de première nécessité. Prenez des vêtements chauds supplémentaires. Les choses vont devenir difficiles pendant un moment. Mais dès que les mots ont quitté leurs lèvres, personne n'a écouté. Au lieu de ça, ils ont eu des rires et des gestes de rejet. Une femme d'âge mûr qui achetait souvent au magasin a simplement agité la main. David et Marie, ce n'est pas très gentil de votre part. Accaparer tout ce bazar et nous dire d'en faire autant? Vous voulez juste qu'on vienne tous dans votre magasin et qu'on achète tout pour que vous vous fassiez de l'argent sur nous?
Pas vrai? Mes parents adoptifs étaient totalement gênés. Ils voulaient en dire plus, mais je les ai arrêtés. Je le sais mieux que personne. Les gens ignorent tout ce qui ressemble à un conte de fées insensé. Même si je leur disais exactement à quel point c'était horrible dans ma vie précédente, ils penseraient juste que je suis folle. Ils se moqueraient de moi pour m'inquiéter pour rien. Ils pourraient même commencer à répandre des rumeurs, ce qui nous causerait seulement plus d'ennuis. Nous avions fait notre devoir de voisins et les avions prévenus. Qu'ils écoutent, qu'ils choisissent de se préparer, c'est leur choix. Ce n'est pas notre problème. Quand l'apocalypse frappera, nous pourrons à peine nous protéger nous-mêmes. Écoute, prendre soin de nous trois, et tenir cette forteresse, va déjà nous demander tout ce qu'on a. Les préparatifs étaient presque terminés, puis l'apocalypse glacé a frappé sans avertissement. La veille, il faisait plus de 27 degrés. Après qu'un vent violent a hurlé toute la nuit, la température est tombée en dessous de zéro. En un instant, le monde a été plongé dans un froid glacial. La glace recouvrait les fenêtres et les portes. Les tuyaux extérieurs ont éclaté à cause du froid. Les gens qui n'étaient pas préparés criaient de douleur, plongés dans le chaos. C'est alors qu'ils se sont enfin rappelés à quel point notre famille de trois avait agi bizarrement. Ils se sont souvenus de mon avertissement que des ennuis arrivaient. Affolés, ils ont tous envahi les supermarchés et les épiceries, se disputant les dernières provisions. C'était un chaos total. J'ai reçu un message de Mia. Sur la photo, la villa des Lefebvre était illuminée. Mia portait une tenue de détente en soie coûteuse, et une fondue fumante était posée sur la table devant elle. La table était couverte de bœuf, d'agneau et de fruits de mer. Un sourire suffisant jouait sur ses lèvres. La légende était sournoise mais acérée. Il fait un froid de canard dehors, mais je suis au chaud et j'ai à manger en abondance. Contente d'être née chez les Lefebvre. En regardant la photo, un sourire froid et moqueur a retroussé mes lèvres. Mon doigt a glissé sur l'écran, et l'a bloqué sur toutes les plateformes. Elle n'avait aucune idée. Ce n'était que le début de l'apocalypse. Le luxe de la villa et la chaleur de la fondue étaient insignifiants. Le froid était implacable, et les provisions diminuaient. Tout n'était qu'une illusion éphémère. Ce qui leur est arrivé dans ma vie antérieure est la meilleure preuve de cela. Je me suis retournée pour regarder l'entrepôt derrière moi. Il était bourré de provisions, et avait des murs solides. On avait un chauffage stable. Je ne ressentais que du soulagement. Voilà à quoi ressemble la vraie tranquillité d'esprit dans l'apocalypse. Mes parents adoptifs se tenaient à la fenêtre, regardant les voisins grelotter de froid, se battre pour les provisions. Ils avaient surtout pitié de ceux qui avaient des vieux et des enfants. Je ne supportais pas de regarder. Je voulais leur envoyer du riz, de la farine et des vêtements chauds. J'ai juste secoué la tête. Ma voix était ferme, mais pas froide. On ne peut pas le donner gratuitement. C'est l'apocalypse maintenant. Si on le donne une fois, ils reviendront en demander plus. Une troisième fois, et ça ne fera qu'engendrer plus d'avidité et de paresse. Vendons-le leur au prix coûtant. S'ils veulent acheter, ils achètent. Ceux qui ne veulent pas, sans rancune. On fait notre part, et on tient bon. Dans l'apocalypse, la survie passe avant tout. Mes parents adoptifs ont compris. Enfin, ils ont hoché la tête. On a ouvert la petite porte latérale. On a vendu des provisions en quantité limitée. Même prix que d'habitude. Pas un sou de plus. Quelques voisins ont dégoté des provisions. Quand ils sont revenus, ils ont fait savoir qu'on avait encore des tonnes. Et le prix était juste. De plus en plus de voisins accouraient. Ils ont fait une longue queue. Mais la cupidité n'a pas de limite. Bientôt, certains n'étaient pas contents. Ils ont commencé à jouer la carte de la morale. Ils ont bloqué la porte et crié. Ils ont dit qu'on était égoïste de tout garder pour nous. Ils ont exigé qu'on donne tout gratuitement. Certains ont même cogné à la porte, nous traitant de sans-cœur. Ils ont dit qu'on avait oublié ce que signifie être voisin. Je me suis tenue derrière la porte, écoutant les cris dehors, et je n'ai rien ressenti. J'ai fait fermer la porte latérale à mon père adoptif et renforcer la serrure. Si vous voulez des provisions, soit vous payez, soit vous trouvez votre propre moyen de les obtenir gratuitement. Pas question que je fasse l'aumône. Ai-je crié vers la porte, sans la moindre douceur dans ma voix. L'apocalypse est arrivé, et personne n'a la vie facile. Je n'ai aucune obligation de sacrifier les chances de survie de ma famille juste pour satisfaire la cupidité de quelqu'un d'autre. Ça a vraiment énervé les gens dehors. Les jurons et les coups sur la porte devinrent plus forts, mais nous n'avons toujours pas bougé. Nous avons continué à garder notre forteresse, à faire l'inventaire, à vérifier le système de défense, et à nous préparer à tout ce qui pourrait arriver. Comme prévu, peu de temps après, ce voyou du village, Zach, a rassemblé une douzaine d'hommes forts armés de gourdins en bois et de houx, et a pris d'assaut l'entrée du supermarché, en disant qu'il défoncerait la porte et prendrait les provisions. Anna, sois raisonnable et remets les provisions. Ou on va défoncer ton supermarché pourri et jeter toute ta famille dehors. Le rugissement de Zach, porté par le vent glacial, transperça mes oreilles. J'étais prête pour ça. Calmement et posément, j'ai activé le système de défense installé plus tôt. Les extincteurs automatiques dissimulés dans le mur ont pulvérisé de l'eau glaciale, formant instantanément une plaque de glace glissante à l'entrée. Les premiers gars qui chargeaient sont tombés sur le dos. La clôture électrifiée à haute tension à la porte s'est activée avec un crépitement, effrayant les autres, si bien que personne n'osa s'approcher. De plus, mon père adoptif, avec une hache de pompier, les a tenus à distance à la porte pendant longtemps. Ils ne pouvaient pas s'approcher de l'entrée. Finalement, ils ont fui en disgrâce, jurant tout le long. Avant de partir, ils ont lancé une menace,
promettant de revenir pour se venger. Après avoir chassé Zach et sa bande, nous sommes devenus encore plus prudents. Nous nous sommes relayés pour monter la garde jour et nuit et avons renforcé les défenses. Les jours passèrent, le froid extrême empira. La température est descendue en dessous de moins 90 degrés. Juste à ce moment, de l'entrée du supermarché vint une voix familière et grinçante. J'ai jeté un coup d'œil au moniteur, et j'ai vu que c'était Arthur, Suzanne et Mia. Même avec des manteaux de vison coûteux, tous les trois grelottaient encore de froid. Ils avaient entendu quelque part. Ils savaient que non seulement ma famille avait beaucoup de provisions, mais nous avions aussi du chauffage et de l'électricité. Alors ils ont trouvé le chemin jusqu'à moi. Ils ont frappé à la porte en acier de mon supermarché, en suppliant. Ils m'ont supplié de les accueillir. « Hé, je suis ton père. Tu ne peux pas me laisser comme ça. » Arthur et Suzanne se sont joints à eux, en pleurant et en suppliant à travers la porte, en essayant de me faire culpabiliser avec les liens familiaux. Leur voix était pleine de désespoir et de panique. Je me tenais devant l'écran de surveillance, en regardant leur visage hypocrite. Le souvenir de la façon dont ils m'ont abandonné dans ma vie précédente, d'avoir été déchiqueté par les zombies, m'est revenu instantanément. Je n'ai pas hésité du tout. Je les ai regardés froidement, je n'ai pas ouvert la porte, et je n'ai pas répondu. Voyant que je ne cédais pas, le ton d'Arthur et Suzanne est devenu de plus en plus furieux. Mia, quant à elle, s'est mise à insulter. Elle m'a traité de sans-cœur, d'ingrate, de froide et d'égoïste. Elle a même essayé de monter les voisins qui regardaient. Ils étaient tous complètement furieux. Ils ont trouvé un vieux chariot élévateur cabossé quelque part. Le visage de Mia était rouge de colère. Elle a crié après le conducteur du chariot élévateur, en le poussant. Elle a insisté pour abattre cette porte en acier. Je refuse de croire que cette porte pourrie puisse nous arrêter. Le conducteur du chariot élévateur a démarré la machine. L'énorme fourche, fendant le vent glacé, s'est écrasée violemment contre la porte en acier du supermarché. Un fracas assourdissant a retenti. L'impact a même fissuré la glace autour. Mais ma porte en acier avait plusieurs couches de renfort. La couche extérieure était un acier épais et par balle, et elle était remplie de béton armé. Sans parler d'un vieux chariot élévateur, même un camion lourd ne l'aurait pas bougé d'un pouce. Mes parents adoptifs et moi mangions une fondue chinoise. À travers l'écran de surveillance, nous les regardions perdre leur temps. Un coup, deux coups, trois coups. Le chariot a percuté la porte encore et encore. Tout ce qu'il a fait, c'est produire un bruit sourd. Il n'a même pas laissé une égratignure. Au contraire, le vieux chariot élévateur n'a pas supporté la tension. Avec un craquement sec, le bras de levage a cédé net. La lourde tête de fourche s'est effondrée, et s'est écrasée lourdement sur le sol glacé. Elle a envoyé des éclats de glace voler partout. Elle a failli heurter Mia, qui était accroupie à côté en donnant des ordres. Elle a eu si peur qu'elle a reculé en trébuchant. Elle est tombée lourdement sur la glace. Son manteau de vison coûteux était maintenant couvert de glace et de boue. Il avait complètement perdu son élégance. Arthur et Suzanne étaient blêmes de peur, mais ils ne voulaient rien lâcher. Ils poussaient ses voisins indiscrets à prendre roues et bâtons pour défoncer la porte. Il hurlait qu'il n'abandonnerait pas, déterminé à entrer de force. Assise dans la salle de surveillance, le regard glacial, j'ai appuyé sur l'interrupteur du système de défense. Puisqu'ils l'ont cherché, qu'ils ne me reprochent pas d'être impitoyable. La grille haute tension de l'entrée s'est activée d'abord. La grille dissimulée derrière la porte en acier s'est allumée, émettant un crépitement électrique. Les voisins qui frappaient la porte n'ont pu s'arrêter à temps. En touchant la porte, ils ont été électrocutés et sont tombés sur le sol glacé, hurlant de douleur, leur corps gelé agité de convulsions, incapables de se relever. Je ne m'en suis pas tenu là, j'ai pressé un autre bouton. La catapulte cachée sur le toit s'est déclenchée, projetant sans relâche des blocs de glace et des débris sur l'entrée. Chaque impact frappait violemment le sol, faisant voler d'épais éclats de glace. Mia en a reçu un sur l'épaule, hurlant de douleur, et s'est recroquevillée sur le sol gelé, n'osant plus bouger. Pire encore, elle meurtrière, haute fréquence de l'émetteur sonique de la porte donnait le tournis et déchirait les tympans. Arthur et Suzanne étaient accroupis au sol, se bouchant les oreilles, le visage livide, incapables de tenir debout. Les voisins encore capables de bouger étaient assommés par les ondes et s'enfuyaient en panique. En quelques minutes, l'entrée était devenue un vrai chaos. Les gens à terre gémissaient sans fin. Arthur, Suzanne et Mia étaient blottis sur le sol gelé, couverts de blessures, tremblants de froid. Toute leur arrogance passée s'était envolée. Face à cette porte en acier intacte, immobile, leurs yeux ne reflétaient que peur et désespoir. Debout devant l'écran, je regardais tout cela froidement, le doigt suspendu au-dessus du bouton d'arrêt, sans appuyer dessus. Aussi cruels qu'ils l'ont été dans ma vie passée, je serai tout aussi glacial avec eux dans celle-ci. Ce n'est que le châtiment qu'ils méritent, et un avertissement à tous ceux qui convoitent nos vivres et veulent notre mort, un avertissement sans appel. Les voisins qui observaient se dispersent. Seul Arthur, Suzanne et Mia, grelottant de froid. La peur se lit sur leur visage. Leur attitude dure n'a pas fonctionné. Alors Arthur et Suzanne ont changé de tactique. Ils ont joué la comédie à la porte pour apitoyer. Mia a aussi mis de côté son arrogance, jouant la pauvre petite, me suppliant de les accueillir. Mais ils ne savent pas. J'ai déjà tout vu grâce à la caméra cachée de l'entrepôt. J'ai vu tous leurs plans, juste avant qu'ils n'arrivent. Mia a secrètement contacté Zach. 47, ils ont comploté dans un coin de la rue. Ils ont convenu qu'Arthur et Suzanne parleraient.
Ils utilisaient la famille et la pitié pour baisser ma garde. Me piéger pour que j'ouvre la porte. Une fois la porte ouverte, Zach et sa bande déferleraient, s'emparer de toutes les provisions. En regardant leur pitoyable numéro, j'ai laissé échapper un rire froid. J'ai ouvert la petite porte latérale du supermarché. Je leur ai tendu un sac à dos de provisions. Ma voix, glaciale. À l'intérieur, il y a assez de provisions pour vous deux pour 2 jours. Prenez-le si vous voulez. À une condition, Mia n'y touche pas. Et elle ne peut rien utiliser avec vous. Sinon, n'attendez plus de provisions de ma part. Arthur et Suzanne se figent. Ils prennent le sac à dos, hochant la tête, empressés. Mais alors qu'ils se tournent pour l'ouvrir, Mia se précipite, arrache le sac à dos. Comment ça? Je n'y ai pas droit? Je ne suis venue avec vous que pour les provisions. Vous voulez que je meure de faim? Pas question. Arthur et Suzanne regardent le visage tordu de Mia. La joie sur leur visage se fige, remplacée par l'incrédulité et une profonde déception. Pendant 10 à 8 ans, ils ont aimé et gâté leur fille. Si égoïste et sans cœur en plein apocalypse. Aucun sens de la famille. Mia, comment? Comment peux-tu dire ça? Nous sommes tes parents. Suzanne la regarde, incrédule, sa voix tremblante. Maman, papa, dans l'apocalypse, être votre fille, ça se mange? Mia ricane. Elle se baisse pour ramasser la nourriture par terre. Elle le fourre dans son propre sac. À partir de maintenant, on se sépare. Que vous surviviez ou non, cela ne me regarde pas. Mia s'éloigne fièrement. Arthur et Suzanne s'appuient l'un sur l'autre. Ils jettent un coup d'œil à la porte verrouillée du supermarché. Leur visage plein de regrets et de désespoir. Finalement, ils traînent leur corps gelé, disparaissant lentement dans la neige et la glace. Mais leur petit drame a fait savoir que j'ai des provisions. En moins d'une demi-journée, une bande plus dangereuse a jeté son dévolu sur cet endroit. Moins d'une demi-journée après l'explosion familiale d'Arthur, des bruits différents venaient de l'extérieur de la porte du supermarché. Pas de cris, pas de coups sur la porte. Seulement le bruit de pas ordonnés et de voix graves et autoritaires. À travers le vent à négatif 130 degrés, c'était particulièrement discordant. J'ai regardé à travers le flux de la caméra de sécurité, le ventre serré. Ce n'étaient pas des traînards. C'était une escouade de pillards bien équipés. 8 personnes au total, tous portant d'épaisses vestes d'hiver isolées, des masques anti-vent sur le visage, et des machettes en tube d'acier modifiées. Ils avaient même une arbalète artisanale. L'homme devant était grand, le regard perçant et féroce. Alors que son regard balayait la porte en acier du supermarché, et les panneaux solaires sur le toit, il reflétait une convoitise et une évaluation non dissimulée. C'était Tyson, le chef de ces pillards. Avant l'apocalypse, Tyson était un voyou des rues. Quand la fin est arrivée, il a rassemblé une bande de fauteurs de troubles oisifs. Ils ont survécu en pillant les provisions des gens ordinaires, sans pitié et impitoyables. Ils avaient clairement entendu dire que nous avions beaucoup de provisions et un chauffage fiable. Alors ils sont venus nous chercher. Tyson s'est approché et a frappé fort son tube en acier sur la porte en acier. Sa voix était rauque et froide. Écoutez, je suis Tyson. Soyez intelligents et livrez les provisions, et ouvrez la porte pour nous laisser entrer. Sinon, on fera sauter cette misérable forteresse, et on enterrera toute la famille. Mon père adoptif a serré plus fort sa hache de pompier, le visage pâle, mais il restait ferme derrière la porte. Ma mère adoptive m'a serré le bras fermement, l'inquiétude sur tout son visage. J'ai tapoté sa main, pour la rassurer. Mon regard s'est posé sur l'écran de surveillance, observant attentivement les mouvements de la bande de Tyson. Bien sûr, ils étaient plus nombreux, et mieux équipés que Zach et ses gars. Mais au final, ce n'était qu'une bande de voyous. Et ils n'en avaient aucune idée. J'avais déjà installé plusieurs défenses cachées autour du supermarché. Ils ne savaient pas que ce n'était pas seulement la clôture électrique et les extincteurs à l'entrée. Je n'ai pas pris la peine de répondre aux provocations de Tyson. J'ai simplement activé silencieusement les capteurs de vibration cachés sous le mur d'enceinte. Puis j'ai demandé à mon père adoptif de garder la porte d'entrée. Je suis allée moi-même à la salle de sécurité, et j'ai affiché tous les flux de surveillance extérieure, prête à riposter dès qu'il ferait un mouvement. Quand Tyson n'a vu aucune réaction de l'intérieur, il a cru que nous avions peur. Son ton est devenu encore plus arrogant. Il a lancé un regard à ses hommes. Enfoncez la porte. Les provisions et les femmes à l'intérieur sont à nous. Quelques pillards ont immédiatement levé leurs outils et se sont jetés sur la porte en acier comme des fous. 2 autres ont contourné le supermarché par le côté, essayant de trouver une entrée. Mais dès qu'ils se sont approchés du mur, ils ont déclenché les capteurs de vibration. Les extincteurs automatiques dissimulés à l'intérieur du mur ont projeté instantanément de l'eau glacée sous haute pression. En quelques secondes, un épais mur de glace s'est formé autour du périmètre, lisse comme du verre. Les 2 hommes n'ont pas pu esquiver à temps. Ils se sont écrasés contre le mur de glace, hurlant de douleur. Leurs outils sont tombés sur le sol gelé. Gelé, solidement coincé. En voyant cela, le visage de Tyson s'est assombri. Il rugit, idiote. Vous ne savez même pas faire un simple boulot. Continuez à taper sur la porte. Je ne crois pas que cette porte de merde puisse nous arrêter. Mais ils avaient beau taper, la porte en acier ne bougeait pas. Au lieu de ça, à force de taper si fort, plusieurs d'entre eux ont eu les mains engourdies et raides à cause du froid glacial. J'ai regardé froidement tout sur l'écran, sachant que ce n'était que le début. Tyson n'abandonnerait pas si facilement. Le vrai combat était encore à venir. Après avoir repoussé la première attaque de la bande de Tyson, nous n'avons pas relâché nos efforts, et avons immédiatement commencé à améliorer nos défenses. J'ai remarqué que la bande de Tyson avait des arbalètes,
Pas très puissante, mais si elle tirait à distance, elle pouvait facilement endommager les panneaux solaires sur le toit. Une fois les panneaux solaires endommagés, notre alimentation électrique sera affectée. Cela représente sans aucun doute une faiblesse fatale pour nous. Après tout, le diesel pour les générateurs est limité, donc nous ne pouvons pas compter sur eux éternellement. Heureusement, quand je faisais mes réserves, j'ai spécifiquement acheté du verre trempé et des supports de renfort, et du tissu imperméable et résistant au froid. Nous trois, dans la famille, nous sommes répartis le travail. Mon père adoptif et moi avons grimpé sur le toit, avons solidement recouvert les panneaux solaires de verre trempé, les avons fixés avec des supports, pour les empêcher d'être transpercés par des arbalètes. Ma mère adoptive, pendant ce temps, à l'intérieur du supermarché, a renforcé toutes les fenêtres avec des plaques d'acier, puis a appliqué un film isolant, afin qu'il puisse à la fois résister au froid extrême, et empêcher les gens de s'introduire de l'extérieur. En plus de cela, j'ai placé de nombreuses pointes de glace acérées sur le mur de glace, autour du périmètre du supermarché. J'ai pris les énormes blocs de glace congelés à l'avance, je les ai taillés en pointes de glace acérées avec des outils, et les ai solidement fixés sur le mur de glace. Si quelqu'un essaie de grimper, il sera tailladé par les pointes de glace. J'ai aussi fait l'inventaire de nos provisions. J'ai découvert que même si nous avions fait beaucoup de réserves, après en avoir vendu aux voisins, plus ce que nous trois avons consommé, certains articles de première nécessité et des médicaments commençaient à manquer. Surtout des médicaments contre la fièvre et des antidouleurs. Nous n'en avions presque plus. Ce qui m'inquiétait encore plus était un danger caché à l'intérieur du supermarché. Notre réserve était spacieuse, mais les provisions étaient trop serrées, tout était inflammable et explosif. Comme le diesel, l'alcool, la farine, ce genre de choses. Si un incendie se déclarait, ce serait un désastre. En plus, la réserve n'était pas bien ventilée. Fermée trop longtemps, des bactéries pouvaient se développer. Même s'il gelait, et que les bactéries se développaient lentement, le risque était toujours présent. J'ai immédiatement réorganisé les provisions. J'ai mis les articles inflammables et explosifs dans un coin de la réserve, seul, loin de toute flamme ou source d'énergie. Et j'ai placé plusieurs extincteurs à poudre sèche à proximité. En même temps, j'ai ouvert le conduit d'aération caché dans la réserve pour faire circuler l'air. Ensuite, j'ai nettoyé le sol et les étagères avec du désinfectant pour tout désinfecter. Ma mère adoptive vérifiait les provisions chaque jour et rangeait les choses, pour éviter qu'elles ne s'humidifient ou ne gèlent. Alors que nous étions occupés à améliorer les défenses et à organiser les provisions, la bande de Tyson est réapparue sur le moniteur. Ils ne lançaient pas d'assaut imprudent cette fois-ci. Au lieu de ça, ils ont installé leur camp dans un bâtiment abandonné non loin du supermarché. Ils n'arrêtaient pas d'envoyer quelqu'un pour nous surveiller. Clairement, ils attendaient le bon moment pour nous frapper quand nous baisserions la garde. Je regarde ces silhouettes furtives sur l'écran, sachant qu'elles mènent une guerre d'usure. Ils savent que nos provisions sont limitées et veulent nous garder retranchés, attendant que nous soyons à court, avant de prendre d'assaut la forteresse d'un seul coup. Mais ils ne savent pas que j'ai déjà stocké assez de provisions pour nous trois pour des années. Et nous avons aussi une source d'énergie stable. Croire qu'ils peuvent nous affamer est un vœu pieux. Mais je sais aussi qu'être surveillé aussi longtemps n'est pas bon. Nous devons prendre l'initiative et éliminer cette menace une fois pour toutes. La bande de Tyson est retranchée dans ce bâtiment abandonné depuis 3 jours. Pendant ces 3 jours, ils ont envoyé des éclaireurs tous les jours et ont parfois tiré quelques carreaux d'arbalète vers le supermarché. Bien que cela n'ait causé aucun dégât réel, ça a été une vraie nuisance, nous empêchant de nous reposer vraiment. J'ai rapidement élaboré un plan. Au lieu de risquer de sortir, je me suis retournée et suis entrée dans la réserve, sortant le drone compact hivernisé que j'avais préparé. Je l'ai choisi quand j'ai fait mes provisions. Résistant au froid, avec une bonne autonomie, il est parfait pour le boulot. J'ai rempli une bouteille en verre scellé de carburant pour fabriquer un simple cocktail Molotov, et l'ai attaché au support de charge du drone. Puis j'ai soigneusement vérifié le système de contrôle du drone et son autonomie pour m'assurer que tout était en ordre. J'ai fait signe à mon père adoptif de surveiller les écrans, en gardant un œil attentif sur les mouvements de la bande de Tyson et de me signaler si quelque chose cloche. J'ai ensuite demandé à ma mère adoptive de préparer de l'eau chaude et des fournitures de premier secours, pas pour moi, mais au cas où quelqu'un passerait et s'approcherait du supermarché pour que nous puissions réagir à temps. Ma mère adoptive a regardé le drone dans ma main, et l'inquiétude dans ses yeux s'est un peu apaisée. Elle m'a doucement tapoté l'épaule, et sans un mot, s'est retournée silencieusement pour préparer les choses. J'ai éteint les lumières dans la salle de surveillance, ne laissant que la faible lueur de l'écran de contrôle, et j'ai ouvert avec précaution le conduit d'aération caché du supermarché. Il est assez petit pour que les éclaireurs dehors ne le repèrent pas, et c'est l'endroit parfait pour lancer et faire atterrir le drone. Le drone a décollé lentement, et en utilisant la couverture de la nuit et du mur de glace, a volé bas vers ce bâtiment abandonné. Le flux sur l'écran de contrôle était clair. J'ai regardé attentivement l'écran,
évitant les pillards en patrouille, et j'ai précisément contourné vers l'arrière du bâtiment. C'est là qu'ils ont entassé leurs provisions et leur carburant. Quelques sacs de farine, quelques bidons de diesel bon marché, et un tas de branches sèches, le tout empilé négligemment contre le mur. Je m'assure qu'aucun patrouilleur n'est dans les parages. Je fais planer le drone juste au-dessus des provisions. Je presse doucement le bouton de largage. Le premier cocktail Molotov tombe parfaitement. Il atterrit juste à côté du baril de diesel. Le verre se brise en touchant le sol. Le carburant jaillit, imbibe les branches et la farine en dessous. Je ne m'arrête pas. Je lâche le reste des cocktails Molotov un par un. Puis je lève le drone un peu plus haut, et j'appuie sur un autre bouton. Le dispositif d'allumage sous le fuselage s'active. Une minuscule étincelle tombe. Elle enflamme le carburant instantanément. Les flammes jaillissent. Portées par le vent glacial, elles se propagent en quelques secondes. Bientôt, elles engloutissent toutes les provisions et le carburant. Les flammes montent dans le ciel, illuminent la nuit noire, et rendent l'écran de contrôle rouge. Je ne m'attarde pas. Je tourne immédiatement le drone, et je me dirige vers le point de collecte d'eau à proximité. Il y a un seau rempli de neige fondue. Leur seule source d'eau. Je fais descendre le drone lentement, et je le frappe violemment contre le seau. Le seau fragile ne résiste pas. Il se brise. L'eau se répand sur le sol gelé, avant même qu'elle ne s'écoule. Le froid brutal de -90 degrés le gèle en une épaisse couche de glace. Leur approvisionnement en eau est complètement coupé. Tout cela fait, je fais pivoter le drone, et le renvoie vers le supermarché. Le feu derrière moi devient plus vif. Je vois vaguement les pillards s'agiter sur l'écran, et j'entends faiblement leurs cris et gémissements. Le drone atterrit en sécurité près de la bouche d'aération. Je le récupère rapidement. J'éteins l'écran de contrôle. Je laisse échapper un long soupir de soulagement. Le plan a fonctionné. Les flammes font toujours rage. La bande de Tyson est en plein chaos. Certains tentent désespérément d'éteindre le feu. D'autres pleurent et cherchent leurs provisions. D'autres encore crient et s'insultent. Tyson se tient près des flammes. Son visage est livide. Il rugit et crie sur ses hommes. Mais en vain. Le feu est trop grand. Et avec le vent, pas moyen qu'il l'éteigne. De plus, leurs provisions et leur carburant ont déjà brûlé complètement. Il ne reste aucune trace. Les yeux de Tyson sont injectés de sang. Il a l'air fou. Je sais que c'est vous, les gars du supermarché. Sortez de là. Je vais tous vous tuer, jusqu'au dernier. Il hurle comme un fou en direction du supermarché. Mais la seule réponse qu'il obtient, c'est le vent hurlant et le crépitement des flammes. Les provisions et le carburant ont été brûlés. Le point d'eau a aussi été détruit. La bande de Tyson était tombée dans un désespoir complet. Ils avaient à peine des provisions au départ. Maintenant, ils n'ont plus rien. Et il fait -90 degrés dehors. Pas de chauffage, pas d'eau, pas de nourriture. Ils ne tiendront plus longtemps. La panique et le désespoir commencèrent à se répandre dans la bande. Les gens ont commencé à accuser Tyson, disant qu'il avait eu tort de cibler notre base. Tort d'avoir commencé une guerre d'usure. On ne serait pas dans ce pétrin. Tout est de ta faute. Un pillard maigre a crié. Si t'étais pas si sacrément gourmand, et que t'avais dû voler leurs affaires, on n'en serait pas là. Connerie, a rugi Tyson. Il a frappé le pillard maigre en plein visage. Si vous, bon à rien, n'aviez pas merdé, incapable même de garder une porte, comment les affaires auraient brûlé? Tous les deux ont commencé à se bagarrer. Les autres pillards ont vu ça, et s'en sont mêlés, se frappant et s'insultant. Ils étaient complètement tombés dans la lutte intestine. Ils ont oublié l'unité, oublié qu'ils étaient camarades. Tout ce qui restait dans leurs yeux, c'était la colère, la panique et l'égoïsme. Tout le monde voulait survivre. Tout le monde voulait rejeter la faute. Dans leurs derniers instants de désespoir, ils luttaient tous pour une infime chance de survie. Certains se battaient violemment pour le dernier morceau de pain gelé, et en venaient au cou. Sortaient des couteaux sans hésiter. D'autres profitaient du chaos pour s'éclipser, mais d'autres les rattrapaient. Les rouaient de coups, les jetaient sur le sol gelé, livrés au vent. Tyson se faisait attaquer par certains de ses hommes. Il s'est fait lacérer plusieurs fois. Le sang tachait sa veste d'hiver. Le sang a gelé et durci sur l'étoffe. D'une clarté aveuglante. Nous nous tenions devant les écrans, regardant froidement toute la scène. À ce moment-là, le mal dans la nature humaine était démesurément amplifié. Dans l'apocalypse, il n'y a pas d'amitié, seulement une cupidité et un égoïsme sans fin. Voilà la cruauté de l'apocalypse. C'est ce que j'ai vécu dans ma vie antérieure. Alors maintenant, je suis déterminée, si froide. Ce n'est qu'en étant assez froide, assez impitoyable, que je peux survivre dans ce monde. Ce n'est qu'alors que je peux protéger ceux que je veux protéger. La lutte interne a duré 1 heure entière. Cela a duré jusqu'à l'aube. Les flammes se sont lentement éteintes. Les alentours de ce bâtiment abandonné étaient dévastés. Des 8 personnes de la bande de Tyson, certains étaient morts, d'autres blessés. Pas un seul n'en est sorti indemne. Tyson gisait sur le sol gelé, couvert de blessures, à peine vivant, ses yeux pleins de regrets et de désespoir. Jamais de sa vie il n'aurait imaginé qu'il ne mourrait pas de nos mains, mais de celles de ses propres hommes. La bande de Tyson a été anéantie, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause.
Autour du supermarché, un calme rare régnait depuis l'apocalypse. 3 jours d'affilée, seulement le vent hurlant, la neige, et quelques silhouettes au loin. Aucun visiteur indésirable ne s'est approché de notre forteresse. La vérification quotidienne du système de défense indiquait tout normal. Les chiffres sur la liste d'inventaire étaient rassurants. Mes parents adoptifs avaient même des sourires que nous n'avions pas vus depuis un moment. Mais ce calme, il me rendait mal à l'aise. Au soir du 4e jour, cette paix a été brisée. C'était pas des humains. 7 silhouettes chancelantes sont apparues sur l'écran. Mec, leurs mouvements étaient raides et tordus, marchant péniblement dans la neige jusqu'aux genoux. Mais ils portaient une détermination inquiétante. Le froid ralentissait leur décomposition, mais pas leur soif de sang. Ils erraient sans but à travers la plaine enneigée, comme des feuilles mortes dispersées par le vent. Mais je savais encore, une fois qu'ils auraient senti l'odeur des vivants, ces feuilles mortes se transformeraient en œufs mortels. Ils sont venus après tout. Faut qu'on ajuste la stratégie de défense. Mon père adoptif a dit d'une voix basse. La clôture électrique ne fera probablement pas grand-chose contre eux. J'ai hoché la tête. J'étais sur le point de dire quelque chose, quand tout à coup, un autre écran partagé sur le moniteur principal s'est allumé. Une silhouette est sortie en titubant d'une rue latérale, dépassant la horde de zombies. C'était un jeune homme, un 5-1-4. Il portait une veste d'hiver fine et déchirée, courant dans la neige profonde. À moins de 60 pieds derrière lui, 3 zombies grognaient à ses trousses. Des bras gris et tachetés battaient l'air dans le vent et la neige. J'ai manœuvré la console immédiatement, en zoomant sur cette zone. L'homme titubait dans la neige, poussant clairement ses limites. Au moment où il regarda de nouveau en arrière, pendant un bref instant, alors que le vent se calmait, son visage était clairement visible sur le moniteur. Le temps a semblé s'arrêter. Ce visage était sale et terrifié, déformé au point d'être méconnaissable par le gel et l'épuisement. Mais ses traits, la tasse de thé dans la main de ma mère adoptive a finalement heurté le sol. Des éclats et du thé chaud ont éclaboussé partout. Elle a plaqué une main sur sa bouche, et son corps a commencé à trembler. Ses yeux étaient fixés sur l'écran, tandis que les larmes montaient sans avertissement. Mon père adoptif avait l'air abasourdi, trébuchant d'un pas en avant, attrapant le bord de la console. Ses doigts s'enfoncèrent dans la surface métallique, ses jointures blanchies. Ses lèvres tremblaient, mais aucun son ne sortit. Seul un hoquet étranglé et rauque sortit de sa gorge. J'étais stupéfaite aussi. Mon cœur battait dans ma poitrine. Un nom que j'avais presque oublié monta dans ma gorge. Henri, le fils biologique de mes parents adoptifs, qui avait disparu depuis 8 ans. Dans ma mémoire, le garçon de 10 ans qui me suivait partout en m'appelant Anna. Sauve-le. La voix de son père adoptif était si rauque qu'elle ne lui ressemblait plus. Anna, sauve-le. La neige a soudain cédé sous les pieds d'Henri. Il a basculé en avant. Le zombie le plus proche a grogné et bondi. Ses doigts pourris ont presque touché son dos. Pas le temps d'hésiter. J'ai rapidement activé le plan de sauvetage d'urgence prédéfini. Flanc du supermarché. Une meurtrière dissimulée dans le mur le plus proche d'Henri. Elle s'est ouverte, et un carreau d'arbalète spécial a jailli. Ce carreau n'avait pas de pointe. À la place, il avait un grappin extensible, et 100 pieds de corde en fibre haute résistance. Le carreau frappa le sol gelé exactement 15 pieds devant Henri. Le grappin s'est déployé instantanément, s'enfonçant profondément dans le sol. La corde tendue était à environ 1,5 pied du sol, créant un simple fil de piège. Henri a vu la corde en tombant. L'instinct de survie l'a poussé à rouler de sa dernière once de force. Il a passé de justesse au-dessus de la corde. Et les 2 zombies qui le poursuivaient le plus près trébuchèrent lourdement. Grognant, ils dégringolèrent dans la neige, ralentissant ceux qui les suivaient. Au même moment, un autre poste de tir projeta une petite dose d'appât spécial. Tous les zombies restants s'arrêtèrent. Ils cessèrent de poursuivre Henri. Leurs têtes pourries se tournèrent vers la source de l'odeur. Des sons gutturaux excités sortirent de leur gorge. Ils se tournèrent et se traînèrent vers l'appât. Henri gisait dans la neige. Encore secoué, il regarda en arrière. Il vit les zombies se faire attirer au loin. Puis il regarda vers le côté du supermarché. Là, une porte de secours quasi invisible déguisée en panneau mural s'ouvrait lentement vers l'intérieur, mue par des vérins hydrauliques. Un espace juste assez large pour qu'une personne s'y faufile. Les yeux d'Henri s'illuminèrent d'incrédulité. Il se précipita vers la porte. Au moment où il dégringola dans la zone tampon, la porte de secours se referma silencieusement derrière lui. Un spray de décontamination automatique pleuva du plafond. Un désinfectant bleu pâle emporta la saleté sur son corps et tout pathogène potentiel. Mes parents adoptifs s'étaient déjà précipités vers la vitre de quarantaine, à l'extérieur de la zone tampon. Henri s'est effondré sur le sol de décontamination, haletant. Un brouillard blanc s'échappait de sa bouche. Après la fin de la procédure de décontamination, la porte d'isolement intérieur s'est ouverte. Il lutta pour relever la tête. Les lumières crues de la zone tampon éclairèrent enfin pleinement son visage. Un gamin de 10 à 8 ans, un âge qui aurait dû être plein de jeunesse et de vitalité. Mais maintenant il était si maigre que ses pommettes saillaient, son visage couvert d'engelures, d'égratignures et de crasses. Ma mère adoptive poussa la porte et se précipita à l'intérieur, tombant à genoux à côté d'Henri. Sa main tremblante voulait toucher son visage, mais elle n'osait pas, peur que ce soit un rêve qui se briserait au moindre contact. Henri. Sa voix s'est brisée. Les larmes tombaient en grosses gouttes, frappant le sol. Henri fixa la femme d'âge mûr qui pleurait devant lui. Son regard se porta sur le visage de mon père adoptif,
qui s'était précipité juste derrière elle. Quand ses yeux rencontrèrent les yeux bruns de mon père adoptif, des yeux si semblables aux siens, une porte de mémoire enfouie s'ouvrit brusquement. Ses pupilles se contractèrent brusquement. Ses lèvres tremblèrent. Un nom qu'il avait presque oublié glissa de ses lèvres gercées. Papa. David, un homme qui avait tué des bandits dans l'Apocalypse et affronté une troupe de lions sans broncher, s'effondra complètement à ce seul mot. Il tomba à genoux, attirant son fils émacié dans ses bras. Ses larges épaules tremblèrent violemment. Après 8 ans, les larmes qu'il avait retenues jaillirent enfin. Henri. Mon Henri. Ma mère adoptive les enlaça de l'autre côté. Ils se blottirent ensemble sur le sol de décontamination, sanglotant à l'unisson. Je me tenais dehors, devant la porte d'isolement, observant cette scène. Mes yeux brûlaient, mais un nœud se serra au fond de ma poitrine. Un fils biologique revenant en l'an 8 de l'Apocalypse, une scène touchante. Tout cela semblait si raisonnable, si naturel. Mais c'était exactement ce naturel qui m'empêchait de baisser complètement ma garde. Sa mère adoptive a sorti les vêtements qu'elle lui avait préparés depuis longtemps, redimensionnés chaque année, neufs, mais jamais portés. Des sous-vêtements à un épais manteau d'hiver, tout était là. Quand il est sorti de la salle de bain, propre et bien au chaud, pour la première fois, il ressemblait à un jeune homme de 10 à 8 ans, mais son corps émacié et son visage balafré racontaient l'histoire de son passé inconnu. Dans la salle à manger, sa mère adoptive avait préparé un festin fumant. Poitrine de porc braisée et pommes de terre en conserve, riz végétalien réchauffé avec une soupe à l'oignon vert, et même une petite assiette de précieux cornichons. Dans l'Apocalypse, c'était un festin digne d'un roi. Henri s'est assis à table, fixant le repas, la pomme d'Adam tressautant. Des larmes coulaient sur son visage. « Mange, mon fils !» Elle n'arrêtait pas d'ajouter de la nourriture dans son assiette, lui disant de prendre son temps, mais elle-même ne pouvait pas avaler une seule bouchée. Elle le regardait simplement, les yeux pleins de larmes. Au début, Henri essayait de garder ses bonnes manières, mangeant de petites bouchées. Mais l'arôme et la chaleur de la nourriture ont finalement brisé sa retenue. Il a commencé à engloutir, comme s'il n'avait pas mangé depuis des années. Il a même ramassé des grains tombés sur la table et les a fourrés dans sa bouche. « Doucement, doucement, ne t'étouffe pas », dit son père adoptif en lui tapant dans le dos, la voix étranglée par l'émotion. Henri a posé ses baguettes. Ses yeux se sont assombris. Il a commencé à raconter son histoire. Il y a 8 ans, quand il avait 10 ans, un homme l'a attiré avec des bonbons sur le chemin de l'école, l'a poussé dans une camionnette, et l'a conduit hors de la ville. Ils l'ont vendu à un village de montagne isolé dans le nord, pour être le fils d'un vieux couple sans enfants. Ces deux-là avaient un sale caractère. Ils le battaient et lui criaient dessus sans raison. Chaque jour, ils devaient faire des travaux des champs épuisants. Ils mangeaient leurs restes. Ils dormaient dans la remise à bois près de la grange. J'ai essayé de m'enfuir 3 fois. Henri a baissé la voix. La première fois que je me suis fait attraper, ils m'ont cassé une côte. La deuxième fois, ils m'ont gardé enchaîné dans la maison pendant 3 mois. La troisième fois, j'ai failli m'en sortir. Mais je me suis perdue dans les montagnes. J'ai failli mourir de froid. Ils m'ont trouvé et m'ont ramené de force. Quand sa mère adoptive a entendu cela, elle sanglotait déjà de façon incontrôlable. Les poings de son père adoptif se sont serrés, ses jointures blanchissant. Puis l'Apocalypse est arrivé. Henri a continué, sa voix teintée de peur. Soudain, un groupe de gens dans le village sont devenus fous. Ils mordaient tous ceux qu'ils voyaient. Ce vieux couple s'est fait mordre aussi. Ils sont devenus une de ces créatures. Je me suis échappée dans le chaos. J'ai continué vers le sud, essayant de rentrer chez moi, dit-il. Il a survécu en fouillant les ruines, attrapant des rats, mangeant des racines et de l'écorce. Il a rencontré d'autres survivants. Certains étaient gentils et lui ont donné un peu de nourriture. La plupart voulaient juste prendre ce qu'il avait de peu. Il a erré dans Dieu sait combien d'endroits, guidé par de vagues souvenirs et une volonté de faire, avançant vers chez lui. Il y a quelques jours, je suis tombée sur ce groupe de zombies. Henri a frissonné. Ils m'ont poursuivi longtemps. J'ai cru que c'était la fin. L'histoire était déchirante, plausible. Ses parents adoptifs étaient perdus entre le chagrin et la joie des retrouvailles. Ils n'avaient aucun doute. Mais j'ai remarqué quelques petites incohérences. Quand il parlait, son regard s'égarait parfois. Ce n'était pas la douleur du souvenir, mais plutôt comme s'il lisait un script. Ses gelures, les gelures sur son visage et ses mains étaient assez graves, rouges et gonflées, la peau fendue. Mais tout cela était superficiel. Après avoir marché des jours dehors par des températures glaciales, sans équipement adapté au froid, il était impossible que ses gelures soient aussi légères. Plus suspect encore, ses oreilles étaient complètement intactes. C'est l'un des endroits les plus courants pour les gelures. Je n'ai pas laissé paraître que j'étais méfiante. Au contraire, je me suis montrée encore plus accueillante que mes parents adoptifs. J'ai mis plus de nourriture dans son assiette, je me suis renseignée sur ses blessures, et j'ai même pris l'initiative de dire « Henri, tu es à la maison. C'est ta maison maintenant. L'entrepôt regorge de provisions. Concentre-toi seulement sur ta guérison. Ne t'inquiète de rien d'autre. » Mais j'ai remarqué que quand j'ai mentionné l'entrepôt et les provisions, ses paupières ont légèrement tressailli. Juste une fraction de seconde. Le retour d'Henri a subtilement changé l'atmosphère dans la forteresse du supermarché. Mes parents adoptifs étaient ravis de le retrouver.
Chaque jour, il lui préparait quelque chose de spécial, s'asseyait près de son lit et bavardait le soir pour combler 8 années de pages blanches. Henri se comportait très bien, il aidait aux tâches ménagères, apprenait à utiliser le système de surveillance, et s'est même porté volontaire pour monter la garde. Il était incroyablement respectueux envers nos parents adoptifs, et poli avec moi, sa grande sœur. Tout était si parfait, parfaitement inquiétant. En apparence, je gardais mon sang-froid. J'ai même délibérément baissé ma garde autour de lui. Je l'ai emmené voir le périmètre de la zone de stockage des provisions, et je lui ai montré les montagnes de conserves, de nourriture et de produits de première nécessité. J'ai même mentionné négligemment que les fournitures les plus critiques, médicaments, armes et carburants, se trouvaient dans la zone verrouillée au fond de l'entrepôt, et que seule maman, papa et moi connaissions le mot de passe. J'ai souri et lui ai dit, authentification à 3 facteurs, scan de l'iris, empreinte digitale, plus un code dynamique. Un peu pénible, mais sûr. Henri a hoché la tête, les yeux clairs, il a répondu qu'en des temps comme ceux-ci, la sécurité était la chose la plus importante, mais à l'instant où j'ai dit mot de passe, ses doigts se sont recroquevillés presque imperceptiblement. La 3e nuit, j'ai décidé de passer à l'action. 2 heures du matin, silence de mort. La forteresse est bien insonorisée, mais le bourdonnement sourd de la ventilation et le vent occasionnel venu de loin composait la bande sonore d'une nuit apocalyptique. Je me suis levée sans bruit. Je n'ai pas allumé la lumière. D'un compartiment caché sous le lit, j'ai sorti un appareil de la taille d'une paume. Un moniteur de signaux sans fil. Il peut capter les communications radio sur des fréquences spécifiques. Un des appareils de secours que je n'avais jamais utilisé. J'ai mis les écouteurs, j'ai réglé la fréquence, et j'ai pointé le récepteur vers la chambre d'Henri. Dans le bruit statique, au début il n'y avait rien. J'ai attendu patiemment, respirant à peine. 20 minutes plus tard, à travers le casque parvint un faible bourdonnement électrique brouillé et crypté. Quelqu'un utilisait un appareil sans fil. J'ai augmenté la sensibilité et lancé le programme de décodage. Quelques secondes plus tard, des paroles fragmentées ont commencé à se clarifier. J'ai gagné leur confiance. Le système de défense est très complexe. Le stockage central nécessite un triple mot de passe. C'était la voix d'Henri, à peine un murmure, mais calme et posé. Clair, logique. Rien à voir avec l'habituel gamin timide et traumatisé. Une courte pause. Il écoutait clairement l'autre côté. Alors, petite sœur, tu ne peux pas la toucher. J'ai fait ce que tu as dit. Sa voix est soudainement devenue agitée, puis a immédiatement baissé. Je sais. Donne-moi 2 jours de plus. J'aurai le mot de passe du stockage, c'est sûr. Signal d'entrée. Une autre pause. Comme prévu. Compris. S'il découvre, je créerai une diversion et j'ouvrirai la porte latérale. Mais tu dois garantir la sécurité de ma petite sœur. Sinon, un ton vicieux s'est glissé dans sa voix. On y passe tous ensemble. La transmission s'est interrompue. J'ai enlevé les écouteurs, je me suis assise dans l'obscurité, glacée. Alors toutes les pièces se sont mises en place. Le retour d'Henri n'était pas un miracle. C'était un complot. Il a été envoyé ici. Sa cible, notre forteresse et nos provisions. Il tenait sa faiblesse en otage. Sa petite sœur, celle à laquelle il s'est accroché après leur séparation. Et le cerveau ? Presque trop évident. Dans cette zone, qui nous est à ce point, a les moyens et les ressources, qui d'autre cela pourrait-il être ? Mia. Elle est toujours en vie. Et elle a trouvé de nouveaux sbires. Je n'ai pas dit la vérité à mes parents adoptifs tout de suite. Pas parce que je ne leur faisais pas confiance, mais parce que je les connais. Ce sont des gens ordinaires qui ont été gentils toute leur vie. Ils venaient juste de retrouver leur fils biologique. Si je leur disais soudainement que leur fils était un traître, qu'il avait été forcé de venir ici pour leur faire du mal, ils pourraient s'effondrer. Plus probablement, ils préviendraient Henri. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Après le lever du soleil, j'ai fait comme si tout était normal. Au petit déjeuner, j'ai même délibérément, juste devant Henri, discuté de la mise à niveau du système de sécurité de l'entrepôt avec mes parents adoptifs. Je prévoyais de donner à Henri les droits d'accès. C'était un geste risqué. Donner accès à Henri augmenterait le risque. Mais c'était aussi un appât. Pour lui donner une chance de mener à bien sa mission. Pour tenir à l'œil la personne derrière lui, Mia. Pour gagner du temps. Toute la matinée, Henri était clairement distrait. Il s'est porté volontaire pour faire le ménage. Mais chaque fois qu'il passait près de l'entrepôt, il ralentissait. Ses yeux s'attardaient sur cette lourde porte en alliage. Dans l'après-midi, nous avons officiellement commencé à installer le nouveau système de sécurité. J'ai fait semblant de sortir une tablette, de la connecter au contrôleur de la porte de l'entrepôt. C'était en fait juste une interface factice. Le vrai système de contrôle était sur un terminal crypté dans ma chambre. Allez, Henri, scannons d'abord ton iris. Je l'ai guidé pour qu'il se tienne devant le scanner de la porte. Le scan s'est bien passé. Puis les empreintes digitales. Enfin, l'empreinte vocale. Enregistrement échantillon. Je lui ai fait répéter plusieurs phrases mélangées à quelques enregistrements. Il les a lus très attentivement. Mais ce qu'il n'a pas remarqué, c'est que sur le bord de la tablette, à un endroit discret, j'ai appuyé légèrement 3 fois. C'était un bouton caché, marquant cet échantillon comme non fiable. Pour enregistrement uniquement, pas d'accès réel à la porte. C'était un piège soigneusement conçu qui ressemblait à un oubli. Si Henri était vraiment l'initié, il irait certainement vérifier ce morceau de papier avec le mot de passe. Et au moment où il toucherait ce papier, cela déclencherait le capteur de pression miniature que j'avais placé sous l'aimant, et la caméra. Tout était prêt, il ne restait plus qu'à attendre.
L'attente a semblé incroyablement longue. Henri s'est montré encore plus obéissant. Il se précipitait sur chaque tâche. Il s'occupait de nos parents adoptifs. Mais au fond de ses yeux, ce désespoir devenait de plus en plus difficile à cacher. Le lendemain matin, en glissant le nouveau mot de passe sous l'aimant panda du frigo, j'ai senti des regards posés sur moi, scrutant chacun de mes gestes. Mais il n'a pas bougé, il hésitait, il observait, ou attendait quelque chose. Alors que le soir tombait, un tournant est arrivé. La surveillance extérieure du supermarché montrait un petit groupe de silhouettes au sud-est. 7 ou 8 d'entre eux, se déplaçant prudemment vers la forteresse. Leur équipement semblait meilleur que celui de la bande de Tyson. Ils portaient des combinaisons sombres assorties, portant des armes modifiées et des arbalètes. La chef était une femme. Même à travers la neige et la distance, j'ai reconnu sa façon de bouger. Mia est venue elle-même, comme je m'y attendais. J'ai immédiatement appelé la famille dans la salle de surveillance. On a de la compagnie, ai-je dit en montrant l'écran. Environ 8, bien équipés. Ils viennent vers nous. Mes parents adoptifs avaient l'air alarmés. Henri se tenait derrière eux, fixant Mia sur l'écran, son corps se raidissant presque imperceptiblement. La nuit tomba. La forteresse est passée en mode nuit. Tous les éclairages extérieurs ont été éteints. Seule une surveillance infrarouge minimale et les détecteurs de mouvement sont restés actifs. J'ai dit à mon père adoptif d'aller se reposer. Je me suis assise seule au poste de surveillance. Mais honnêtement, la plupart de mon attention était sur un autre écran. La microcaméra cachée dans la cuisine. À 23h27, la porte intérieure de la cuisine a été doucement poussée. Une silhouette s'est glissée à l'intérieur. Pas de lumière allumée. Seule la faible lueur bleue de la neige dehors dessinait sa silhouette. C'était Henri. Il se déplaçait silencieusement, comme un chat, vers le réfrigérateur. Au milieu du faible bourdonnement du frigo, il a tendu la main et a pincé l'aimant panda. Le voyant du capteur de pression s'est allumé en rouge sur le terminal à côté de moi. La caméra a commencé à enregistrer. Henri a soulevé l'aimant avec précaution. Il a sorti le mot en dessous. Il a allumé une petite lampe torche qu'il avait sur lui et l'a braqué sur le mot. Je ne voyais pas son expression, mais sa respiration s'est coupée nettement à ce moment-là. Quelques secondes plus tard, il a replié le mot exactement comme il était, l'a glissé sous l'aimant, l'a aplati, puis s'est rapidement retourné et a quitté la cuisine. Il avait le code. Maintenant, il lui fallait juste une occasion. Une occasion d'ouvrir la porte latérale. J'ai éteint le terminal. Je me suis renversée dans ma chaise. Et j'ai pris une profonde inspiration. La scène était prête. Les acteurs prenaient place un par un. Le point culminant allait arriver. Cette fois, Mia était fichue pour de bon. 3h du matin. C'est l'heure où les gens sont les plus fatigués et les moins vigilants. La forteresse du supermarché était d'un silence de mort. Seul le faible ronronnement des systèmes de ventilation et de chauffage. Dans les quartiers d'habitation, une respiration régulière venait de la chambre de mes parents adoptifs. La porte de ma chambre était entrouverte. Par la fente, je distinguais la forme d'une couverture sur le lit. Je l'ai fabriquée avec des oreillers et des vêtements. Quant à moi, je me cachais dans la salle de préparation des armes à côté de la salle de surveillance, observant le couloir et la zone de la porte latérale à travers une vitre sans teint. Je portais un gilet par couteau renforcé. Un couteau et un pistolet à impulsion étaient accrochés à ma ceinture. Une arbalète chargée à portée de main. Et un bouclier anti-émeute léger. Le voyant d'état de la serrure électronique de la porte latérale brillait faiblement en vert dans l'obscurité. De l'intérieur, cette porte ressemblait à une porte renforcée ordinaire. Mais en réalité, le cadre de la porte et les couches du panneau intérieur étaient renforcés par des cadres en alliage à haute résistance. Les charnières étaient des structures sur mesure et porteuses, capables de résister à des impacts violents. Plus important encore, au bas de l'intérieur de la porte, j'avais installé un dispositif de verrouillage hydraulique caché. Une fois activé, à moins d'être déverrouillé de l'intérieur avec un outil spécial, il n'y a aucun moyen que cette porte puisse être ouverte de l'extérieur. Et la télécommande de ce dispositif était dans ma main. Le temps s'écoulait. Sur l'écran de surveillance, Mia et sa bande s'étaient déjà déplacés vers une ruine à environ 50 yards derrière le côté du supermarché, et attendaient en embuscade. Ils semblaient attendre un signal. À 3h10 à 7, j'ai entendu des pas extrêmement faibles venant du couloir. Une silhouette est sortie de la zone d'habitation dans l'obscurité. S'est arrêtée à la porte latérale. C'était Henri. Il me tournait le dos. Je ne voyais pas son expression. Seule sa silhouette fine, tremblant légèrement dans l'obscurité. Il est resté devant la porte pendant 30 secondes entières, sans bouger, comme s'il traversait un intense combat intérieur. Enfin, il a tendu la main et a appuyé sur le clavier près de la porte latérale. Il a saisi le mot de passe qu'il avait volé à moi. Ses mouvements étaient lents et prudents. Il marquait une pause après chaque chiffre. Le voyant du clavier est passé du vert au jaune, a clignoté 3 fois, puis est devenu rouge. Un bip d'erreur a retenti. Pas fort, mais dans le silence, c'était particulièrement discordant. Henri s'est figé. Je lui ai donné exprès la mauvaise combinaison de code. J'ai juste inversé les 2 derniers chiffres. Une différence très subtile, assez pour faire échouer la vériphoto. Et le bip d'erreur était le signal pour Mia dehors. En scène, au moment où le bip a retenti, Henri s'est retourné, pas pour s'enfuir, mais vers la porte latérale. Un interrupteur d'urgence rouge sur le mur. C'est une commande manuelle pour ouvrir la porte de côté en cas de coupure de courant. L'interrupteur avait un couvercle de protection. Il fallait une clé pour l'ouvrir. Mais Henri a sorti une petite clé passe-partout de sa poche.
Il a ouvert le couvercle et a abaissé l'interrupteur. Une alarme stridente a immédiatement retenti dans toute la forteresse. Ce n'était pas un bip de confirmation, c'était l'alarme anti-intrusion que j'avais paramétrée. Les lumières du salon se sont allumées brusquement. Des bruits de surprise venant de la chambre de mes parents adoptifs. La porte latérale, actionnée par le mécanisme, a grincé en s'ouvrant vers l'intérieur. Ça a suffi. La neige et le vent dehors, d'un froid mordant, se sont engouffrés dans le couloir. Avec la neige et le vent, plusieurs silhouettes sombres sont entrées. Mia a été la première à entrer. Derrière elle se tenaient 5 hommes avec des couteaux et des armes contondantes. Ils portaient des vêtements d'hiver sombres, des masques sur leur visage, seuls leurs yeux féroces étaient visibles. Le dernier a fermé la porte latérale derrière eux. Mais l'alarme avait déjà déclenché le verrouillage automatique, l'empêchant de se fermer complètement. Elle ne pouvait pas se fermer complètement. Un espace de la largeur d'une main restait, les piégeant. La voix de Mia était stridente et excitée. Trouvez l'entrepôt. Mes parents adoptifs ont couru hors de leur chambre en pyjama. Ils se sont retrouvés face aux intrus. Mon père adoptif tenait une batte de baseball. Ma mère adoptive se tenait derrière lui, terrifiée. Henri, qu'est-ce qui se passe? Ma mère adoptive regarda Henri, incrédule, debout à côté de Mia. Henri gardait la tête baissée, n'osant pas les regarder. Qu'est-ce qui se passe? Bordel. Mia a ri. Son rire semblait particulièrement sinistre par-dessus l'alarme. Votre précieux fils nous a fait entrer. Ma mère adoptive a reculé en chancelant, le visage livide. Mon père adoptif a poussé un rugissement. Il a balancé la batte, prêt à charger, mais 2 hommes l'ont facilement attrapé. La batte a été arrachée. Où est Anna? Mia a regardé autour d'elle. Où est cette petite salope? Juste ici. J'ai poussé la porte de la salle de préparation des armes. Mon arbalète braquée sur Mia. L'atmosphère dans le couloir s'est figée instantanément. Mia m'a vu, ses yeux brûlants d'une haine profonde. Puis ce fut de la suffisance. Anna, enfin tu te montres. Lâche l'arme, et je pourrais épargner la vie de tes parents adoptifs. Je l'ai ignoré. Mon regard se tourna vers Henri. Henri, il n'est pas trop tard pour faire demi-tour. Henri tressaillit. Il leva la tête, les yeux rouges. Ses lèvres tremblaient, mais il ne pouvait pas prononcer un mot. Arrête tes conneries. Mia s'emporta. Attrapez-la. 3 hommes se ruèrent sur moi. J'appuyais sur la détente de l'arbalète. Un carreau spécial s'enfonça dans la cuisse de l'homme de tête. Il hurla et tomba, mais je n'eus pas le temps de charger un second carreau. Les 2 autres étaient déjà sur moi. Je lâchai l'arbalète, esquivais une machette qui fendait l'air, levais mon bouclier anti-émeute de la main gauche, bloquant le tuyau en fer d'un autre type. De la main droite, je dégainais mon taser et l'enfonçais dans le flanc de l'homme au couteau. La haute tension le fit convulser et tomber immédiatement. Mais le 3e homme attrapa mon bras. Un tuyau en fer s'abattit sur ma tête. À ce moment crucial, une silhouette percuta cet homme. C'était Henri. Anna, va-t'en. Maintenant, cria-t-il, s'accrochant désespérément à la taille de l'homme. Tout s'est passé trop vite. Tout le monde était stupéfait. Henri, tu es fou? Mia hurla. Henri ne répondit pas. Il continua simplement à retenir cet homme. Mon père adoptif saisit l'occasion de se libérer, ramassa une batte de baseball par terre, et l'abattit sur la nuque de son ravisseur. Le chaos complet éclata. Tuez-les tous! Bordel! Mia ordonna frénétiquement. Les 3 hommes restants se ruèrent sur mes parents adoptifs et Henri, l'âme en avant. J'appuyais fort sur la télécommande dans ma main. À l'intérieur de la porte latérale, le mécanisme de verrouillage hydraulique s'activa instantanément. De lourds verrous en alliage jaillirent du sol et du cadre de la porte, claquèrent la porte, la scellant hermétiquement dans un bruit métallique. En même temps, plusieurs bus cachés dans le plafond du couloir s'ouvrirent simultanément. Ce qui a giclé n'était pas de l'eau. Et ce n'était pas non plus du gaz toxique. C'était un gel enzymatique surpuissant fait sur mesure. C'est quelque chose que j'ai acheté avant l'apocalypse par un canal spécial et modifié à partir d'un adhésif industriel. Dès qu'il a touché l'air, il s'est solidifié en une substance dure et caoutchouteuse en 3 secondes. Le gel a éclaboussé les personnes qui étaient en pleine bagarre. Henri et l'homme qu'il tenait, ainsi que les 2 personnes qui se jetaient sur mes parents adoptifs, ont été immédiatement recouverts de liquide collant. Au milieu des cris, le gel a rapidement durci, collant leurs mains, leurs armes, et même leur corps ensemble. Henri et l'homme roulaient par terre, se débattant comme des insectes pris dans l'ambre, leurs mouvements ralentissant de plus en plus. Finalement, ils ne pouvaient plus que pousser des gémissements étouffés. Seul Mia et l'homme qui gardait la porte étaient plus en retrait, donc ils n'ont été qu'un peu éclaboussés et n'ont pas été complètement piégés. Mia fixait la scène incroyable. Son arrogance et sa folie ont été complètement remplacées par la peur. Elle a crié et s'est retournée, fonçant vers la porte latérale. Elle tira frénétiquement sur la poignée, mais la porte ne bougeait pas. Ouvre! Ouvre! Elle a cogné contre la porte comme une folle, mais l'homme près de la porte principale a agi plus vite. Il a levé son fusil de chasse modifié, visant la serrure pour la faire sauter. J'étais prête pour ça. Au moment où il a levé le fusil, j'ai appuyé sur le 2e bouton. Au-dessus du cadre de la porte latérale, un dispositif IEM caché s'est immédiatement déchargé. Une onde invisible s'est propagée, faisant griller le fusil de chasse, son allumage électronique, et le micro-circuit de sa lunette, simultanément. Le canon n'a laissé échapper qu'un filet de fumée, et aucune balle n'a été tirée. L'impulsion l'a aussi touché, et avec un grognement, il est tombé à genoux, se tenant la tête. Une impulsion électromagnétique à courte portée peut temporairement perturber le système nerveux d'une personne. J'ai sorti mon couteau, et me suis dirigée vers Mia.
Il a le dos contre la porte. Il me regarde m'approcher. Son visage était un mélange de désespoir et de folie. « Anna, tu ne peux pas me tuer. Mes parents ne te laisseront pas t'en sortir. Les Lefebvre ne te laisseront pas t'en sortir. Les Lefebvre. » Je m'arrête devant lui, en plein apocalypse. Encore les Lefebvre. Il débitait des menaces. Taché de sang, ses doigts rampèrent vers le tissu froissé à sa taille. J'ai vu ses épaules se tendre. Ce petit signe qu'il rassemblait ses forces. Au moment où il tira la dague de derrière son dos, la lame froide pointa droit vers mon cœur. J'ai instinctivement esquivé sur le côté et en arrière. Mais mon pied a glissé sur le sang collant. Mon mouvement a été d'une fraction de seconde trop lent. La pointe de la lame était déjà sur ma poitrine. Avec un cri rauque et désespéré de « Anna !» Henri m'a percuté de côté. Il a heurté violemment mon épaule. D'une manière ou d'une autre, il s'était libéré de la majeure partie du gel. Couvert de résidus de gel semi-solide, il s'est placé entre moi et la lame. Le corps d'Henri se raidit. Il baissa les yeux vers la dague plantée dans sa poitrine. Puis il leva les yeux vers moi. Aucune haine dans ses yeux. Seulement un calme paisible, comme s'il était enfin libéré. Henri. Le cri déchirant de sa mère adoptive retentit. Henri ouvrit la bouche. Le sang coulait des coins de ses lèvres. Il tomba en arrière. Je l'ai rattrapé instinctivement. Nous sommes tombés tous les deux par terre. Mia était aussi choquée par la scène, mais elle s'est reprise rapidement. Un regard d'extase se répandit sur son visage. Ah! Bien fait pour toi, Henri, espèce de traître. C'est ce que tu mérites. Ses paroles s'arrêtèrent brusquement, parce qu'en tombant, Henri a utilisé ses dernières forces. Il saisit la dague qu'il avait prise à cet homme. Il l'enfonça d'un revers dans le ventre de Mia. Le sourire de Mia se figea. Elle regarda, sous le choc, le manche planté dans son ventre. Puis elle regarda Henri. Un gargouillement sortit de sa gorge. Elle glissa lentement contre la porte. Tout s'est passé trop vite. En quelques secondes, le couloir ne contenait plus que du gel enzymatique solidifié, des gens collés dessus, Mia gémissant sur le sol, et l'homme à la porte assommé par l'impulsion électrique. Et dans mes bras, la vie d'Henri s'éteignait rapidement. Ma mère adoptive s'est précipitée pour étreindre son fils, mais n'a pas osé toucher le manche du couteau dans sa poitrine. Elle ne pouvait que crier, impuissante. Mon père adoptif a trébuché aussi, des larmes coulant sur son visage âgé. Henri gisait dans mes bras, son visage pâlissant rapidement. Du sang bouillonnait de la blessure dans sa poitrine. La voix d'Henri n'était qu'un murmure, chaque mot qu'il parvenait à dire faisait couler plus de sang du coin de sa bouche. Il voulait s'excuser, mais je l'ai arrêté frénétiquement. Je voulais le sauver, trouver des médicaments, mais le poignard enfoncé dans sa poitrine ne me laissait aucun moyen d'intervenir. Sa main froide, avec ses dernières forces, a saisi mon poignet, et il a secoué la tête, obstinément. Ses yeux flous essayaient de se concentrer. Il a prononcé quelques mots entrecoupés, difficilement. « Petite sœur. » Mia, Zach, et un nom étrange. Armée du salut, a-t-il dit, ils peuvent contrôler les zombies. Armée du salut, ai-je répété inconsciemment. Mes parents adoptifs étaient eux aussi stupéfaits. Avec ce qui lui restait de vie, il a indiqué le chemin. Il a dit que c'était au sud, dans les sous-sols de la zone industrielle, et que Mia et les autres le menaçaient avec sa petite sœur, la famille chez qui il avait vécu après s'être perdu. Enfin, il a tourné son regard vers mon père adoptif en larmes, laissant un dernier message chargé de culpabilité. Il a dit qu'il n'était pas un bon fils, et espérait que nous pourrions l'aider à sauver sa petite sœur. Au milieu des cris déchirants de ma mère adoptive, la main qui tenait la mienne s'est desserrée et a glissé. Le couloir était instantanément plongé dans un immense chagrin et un silence de mort. Il ne restait que les sanglots étouffés de mes parents adoptifs. Et non loin de là, les gémissements de Mia devenaient de plus en plus faibles. Je posais doucement son corps qui refroidissait. Puis je me levais et m'approchais de Mia, mourante. Je lui demandais ce qu'était l'armée du salut. Ses lèvres brûlées s'entr'ouvrirent, laissant apparaître un sourire fou et vicieux. Elle nous maudit, dit que nous ne saurions jamais, et que nous ne nous échapperions jamais. Je demandais si Zach les avait rejoints. Elle toussa, éclaboussant du sang partout. Elle maudit Zach, le traitant de chien qui avait trouvé un nouveau maître. Rite, disant que nous étions tous foutus. Enfin, je lui demandais où était la petite sœur d'Henri. Une dernière lueur de cruauté vacilla dans ses yeux. Elle rit d'une voix rauque, et cracha la vérité la plus cruelle. Ce gamin était mort depuis longtemps. Tout cela n'était qu'un mensonge pour contrôler Henri. Alors que les mots s'estompaient, son rire s'arrêta brusquement. Ses pupilles se dilatèrent complètement. Elle mourut en fixant le plafond, les yeux grands ouverts. Après la mort d'Henri, ce sentiment de famille unie semblait avoir perdu un grand morceau. Ma mère adoptive regardait souvent fixement vers sa chambre. Mon père adoptif parlait encore moins, vérifiant silencieusement chaque point de défense. Je commençais à tendre sélectivement la main vers l'extérieur. Avant, je le gardais hermétiquement fermé, mais maintenant, je devais l'ouvrir un peu. J'utilisais un drone pour transporter de très petites quantités de provisions. Quelques barres de rationnement compressées, une petite bouteille de comprimé de purification d'eau, ou même un rouleau de bandage propre. Je le faisais voler vers des endroits où, d'après les parasites radio ou des observations occasionnelles, il pourrait y avoir des signes d'activité de survivants, et je les larguais à basse altitude. Ce n'était pas grand-chose, mais tout dépendait de qui le ramasserait et comment il le faisait. Dans certains endroits, les provisions étaient arrachées dès qu'elles touchaient le sol, et ils se battaient même pour elles. J'ai immédiatement marqué ces endroits comme dangereux et chaotiques, et je ne m'en approchais jamais. Dans d'autres endroits,
quand le drone tournait, les gens en bas se cachaient et observaient longtemps, en s'assurant qu'il n'y avait aucune autre menace. Puis une personne se précipitait, attrapait les provisions et disparaissait immédiatement. Tout le processus était silencieux et rapide. Il y a eu une fois, quelques minutes après que les provisions aient été prises, ce type est effectivement allé à un endroit dégagé et a éplé merci avec des briques cassées. Ce dont j'avais besoin. Le second type n'était être pas de bonnes personnes, mais au moins ils avaient encore une prudence et un ordre de base, et cette petite étincelle, pas encore écrasée, de quelque chose qui ressemblait à de la gratitude. J'ai fini par choisir 3 endroits. Un vieux couple caché à l'arrière d'un relais de poste. Leur radio indiquait qu'ils avaient des connaissances médicales de base. Une femme avec une fillette vivant seule au 2e étage d'une librairie. Elle avait réussi à bloquer les escaliers, en utilisant un système de poulies pour faire passer des provisions par la fenêtre. Astucieux. Et 3 étudiants. Ils avaient pris le dernier étage d'un immeuble. Ils ont signalé leur détresse avec un miroir depuis le toit. Mais ils ont cessé, comme s'ils savaient être prudents. Le premier largage a eu lieu un matin brumeux. J'ai utilisé un drone pour transporter un petit paquet. Quelques paquets de biscuits de mer, des antibiotiques, et une note écrite à la main. Ne demandez pas d'où ça vient. Restez silencieux et survivez. Je l'ai laissé sur leur rebord de fenêtre ou leur toit. Puis je suis parti rapidement. J'ai vu le vieil homme du relais de poste. Tremblant, il a ramassé les provisions et s'est incliné vers le ciel. La femme de la librairie a tout attrapé et a immédiatement tiré le rideau. Quant aux étudiants sur le toit, ils sont restés là, regardant le drone disparaître. Nous n'avons jamais parlé, mais une alliance silencieuse a commencé à grandir dans les ruines sans vie de la ville. Pendant ce temps, je suis resté devant la radio jour et nuit, en ajustant la fréquence. Xia Yang avait auparavant essayé de contacter le Havre de Paix en périphérie. Enfin, une nuit aux signaux exceptionnellement clairs. J'ai reçu une réponse. Ici la base. Escouade de sauvetage 7. À vous. Leur voix était stable, avec une pointe de lassitude, mais elle portait une force qui m'a rassurée. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai signalé notre position et ce que nous savions sur l'armée du salut. Je n'ai pas trop révélé, sur moi-même ou ses alliés de l'ombre. J'ai juste dit que j'étais une observatrice survivante. Après quelques transmissions fragmentées, nous avons établi un niveau de confiance de base. Ils savaient que le parc industriel était pire que prévu. Non seulement l'armée du salut avait des armes, et il semblait qu'à l'intérieur du parc ils menaient des sortes d'expériences. Nous devions coordonner de l'intérieur et de l'extérieur. Au moins, quelqu'un devait saboter leur générateur de l'intérieur, ou provoquer une diversion. Nous avons des raisons de soupçonner. La voix à la radio baissa, que l'origine du virus pourrait être liée à ce parc. Nous avions intercepté des fragments d'informations, mentionnant le docteur. Mon cœur s'est serré. Ceux qui ont déchaîné l'enfer le dirigeant. L'opération est prévue dans 2 semaines. J'ai déposé de nouveaux messages à 3 endroits, en utilisant des codes simples que seuls nous comprenions, suggérant qu'un grand vent arriverait de nuit. Reste en vie, ou peut être une chance de passer à l'action. Je ne leur ai rien demandé. J'ai juste suggéré que la survie prime. Je n'ai pas le droit de demander à d'autres de se risquer. Seule la libraire a répondu. Elle a accroché un petit morceau de tissu bleu dans la fenêtre. C'était le code pour message reçu. La nuit où la tempête de neige a frappé. Le vent hurlait comme des fantômes en pleurs. Les projecteurs du parc industriel de l'armée du salut sont devenus des halos flous dans le rideau de neige. Des coups de feu et des explosions venaient de la porte principale. L'équipe de secours était en action. Mon père adoptif et moi, en tenue de camouflage blanche, en suivant l'itinéraire que nous avions repéré à travers une brèche dans le mur près de l'usine de traitement des déchets, et nous sommes glissés à l'intérieur. Tout l'endroit était en chaos. Des ombres couraient partout. Des cris et des bruits de pas se mêlaient au vent et à la neige. Nous avions une cible claire. L'atelier avec sa propre alimentation électrique. Selon la surveillance par drone, c'était le plus lourdement gardé. Alors que nous luttions pour nous rapprocher, soudain, un bruit survint du côté. Puis le bruit de quelque chose de lourd heurtant le sol. Un patrouilleur de l'armée du salut s'est effondré au sol. De l'ombre, la libraire et l'un des étudiants ont émergé. Elle tenait un lourd tuyau enveloppé de plomb. Le garçon avait une arbalète. Nous avons échangé un regard. Pas un mot ne fut dit. Nous avons rapidement traîné le corps derrière des détritus. La centrale est en arrière. Il y a une porte latérale pour la chaufferie. Peu de personnes le savent. La femme dit, d'une voix basse et rapide. Il travaillait autrefois dans une entreprise de logistique ici. Avec ses conseils, nous avons évité les chemins principaux et rejoint la chaufferie. Il n'y avait qu'un seul garde à l'intérieur, somnolent. Mon père adoptif l'a neutralisé proprement avec un carreau d'arbalète. Le saboter était plus facile que prévu. Mon père adoptif connaissait un peu la mécanique. Lui et moi avons utilisé des outils pour briser des vannes et des conduites clés. De la vapeur et un grincement perçant de métal ont soudain jailli. La moitié des lumières de l'atelier se sont éteintes instantanément, s'enfonçant dans une obscurité et un chaos plus profond. Nous nous sommes échappés pendant le chaos. Les tirs devenaient de plus en plus intenses, mais ils semblaient tous converger vers un bâtiment plus profond dans le complexe. Alors que nous étions sur le point d'atteindre le mur d'enceinte, une alarme stridente a retenti. Ça ne venait pas de l'extérieur de la base. C'était du plus haut bâtiment de R, D au centre du complexe. Des haut-parleurs sur son toit, une voix frénétique et stridente a retenti, couvrant la tempête de neige et les coups de feu. Vous m'avez forcé la main. Ne comprenez pas, vous, petite fourmi insignifiante.
Voilà l'évolution que j'ai menée. Puisque vous, les gens, ne voulez pas d'avenir. Un alors brûlant tous ensemble. LABC, c'était le docteur. Il a prétendu qu'il allait libérer la forme finale du virus, et l'assaut de l'équipe de secours s'est soudainement intensifié. Le bruit des coups de feu et des explosions était assourdissant. Nous nous sommes allongés dans la neige, et avons vu une brèche s'ouvrir à la base du bâtiment R.D. Les membres de l'équipe de secours nationale en uniforme étaient engagés dans une bagarre chaotique avec les féroces combattants de l'armée du salut. Les combats étaient brutaux. Mais l'équipe de secours était clairement bien entraînée. Ils avançaient pas à pas. Alors que la tempête de neige s'apaisait lentement, les coups de feu ont aussi commencé à faiblir. Le bâtiment R.D. était totalement sécurisé. L'équipe de secours nous a trouvés et nous a emmenés au poste de commandement temporaire. Le corps de ce scientifique fou a été découvert dans le laboratoire du dernier étage. Autour de lui se trouvait un grand nombre de matériel de recherche et d'échantillons détruits. Dans ses dernières notes, il n'y avait que de la haine pour le monde, et une déclaration comme quoi il était le dieu d'une nouvelle humanité. Le virus était bien son œuvre. Après avoir été licencié pour une rancune personnelle, il avait utilisé des souches originales non supprimées pour l'améliorer et le propager. Un mois plus tard, le tout premier lot du vaccin de première génération est né dans le laboratoire du Havre de Paix. Même si le produire en masse et le distribuer prendrait une éternité, même si la neige de l'hiver n'avait pas encore fondu, et même si nous avions perdu tant de choses, le réveillon du Nouvel An est enfin arrivé. Pas de feu d'artifice, pas de bruit. Ma famille, la femme de la librairie et sa fille, les 3 étudiants qui s'étaient glissés discrètement, et, enfin, le vieux couple que nous avions récupéré au relais de poste, tous étaient assis autour du feu. Une marmite de ragoût bouillonnait sur le poêle, la vapeur s'élevant. L'équipe de secours nous a laissé des provisions et nous a dit que le nettoyage et la reconstruction étaient en cours. Les communications se rétablissaient. D'autres zones de sécurité étaient mises en place. Dehors, il n'y avait que le froid et l'obscurité infinie, mais à l'intérieur, il y avait le murmure des conversations, la respiration régulière d'un enfant, le bruit d'une cuillère qui teinte contre la marmite. J'ai pris de ma mère adoptive un bol de soupe fumant, et j'ai regardé les visages de ces survivants éclairés par le feu, épuisés et abattus. Mais ils avaient encore de la lumière dans les yeux. Le vaccin était l'espoir. Mais ce qui nous a vraiment porté à travers cet hiver, c'était la chaleur d'être assis ici ensemble, le vieux couple du relais de poste partageant ce précieux sachet de bonbons, déjà un peu rassis, la femme de la librairie partageant un album que sa fille avait caché depuis longtemps. Je me suis retournée et j'ai jeté un coup d'œil en arrière. Ma mère adoptive triait soigneusement les graines que nous avions conservées, en se demandant si le printemps arrivait vraiment, ou nous pourrions essayer de planter quelque chose. Mon père adoptif nettoyait les outils, renforçant une target qu'il ne jugeait pas assez solide. La lueur du moniteur vacillait doucement sur leur visage. Henri était parti. Sa petite sœur n'est jamais arrivée. Peut-être que Mia avait raison après tout, elle était partie depuis longtemps déjà. Ce foutu monde a pris tant de choses, laissant des cicatrices difficiles à guérir. Mais les vivants doivent continuer d'avancer. Le vent cinglant hurlait encore dehors, mais à cet instant, je n'avais plus si froid. La route est longue, la nuit est encore profonde, mais nous ne sommes plus seuls. Tant que nous pouvons encore nous joindre, encore échanger, encore maudire ensemble ces mêmes foutus problèmes et puis trouver une solution, alors cette putain d'apocalypse a encore une once d'espoir.